Oui. On va maintenant écouter la déclaration forte de cette soirée. Le porte-parole du Kremlin reconnaît des pertes militaires importantes en Ukraine. Nos troupes ont subi des pertes importantes. C'est une immense tragédie pour nous. Concernant les deux régions de Kiev et Tcherniv, entamer le retrait des troupes était un acte de bonne volonté. Il parle de pertes militaires importantes. Il dit que c'est une immense tragédie pour nous. Il y a clairement un changement de discours. Jusqu'ici, les Russes disaient qu'il y avait 500 soldats morts. Là, sans donner de chiffres, il dit que le bilan est lourd. Est-ce qu'il est en train de préparer les esprits à une bascule vers une guerre plus lourde, qui va impliquer plus de monde? La question de savoir si la guerre va être plus lourde, si elle va durer ou pas, on n'en sait strictement rien pour le moment. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, les pertes russes étaient plus importantes que ce que l'on annonçait. Donc là, il y a un rééquilibrage. Est-ce que c'est la marque de quelque chose ou simplement la reconnaissance d'un état de fait? Parce que les cadavres vont retourner en Russie et tout le monde va savoir, à peu de choses près, combien il y a de tués. Donc c'est, je crois, un signe qui montre que effectivement les choses ne se sont pas présentées aussi bien que la Russie le disait au départ. C'est comme si lui-même reconnaissait enfin qu'il y avait une guerre, Galia Ackerman, sans le dire. Oui, en effet, sans dire, mais il y a tout le temps des rumeurs, je ne sais pas si c'est étayé ou non, je suppose que si, qu'il y a même des camions incinérateurs pour enterrer, donc pour brûler les cadavres des soldats russes, parce que on peut toujours annoncer aux familles que la personne est portée disparue s'il n'y a pas de corps. S'il y a le corps qu'on rapatrie, c'est plus compliqué. Maintenant, vous savez, il y a quelques jours, le président Zelensky a été interviewé par 4 journalistes russes, on peut dire d'opposition. C'est un entretien qui est disponible en ligne. Et là, il dit qu'il trouve absolument incompréhensible l'attitude russe vis-à-vis de ses propres soldats, parce que les Ukrainiens voudraient leur rendre des cadavres pour qu'ils puissent les emporter et les Russes ne les prennent pas. Ils leur ont envoyé à la place, dit-il, des grands sacs poubelles pour apparemment les mettre dans les sacs et faire ce qu'ils veulent. Donc clairement, il y a une tendance quand même de ne pas admettre les chiffres réels des pertes parce que cela peut provoquer bien sûr des remous dans la société russe. Est-ce que vous le lisez comme un aveu de défaite? C'est le Pentagone qui dit ce soir que Vladimir Poutine renonce à Kiev. Il y a ce discours où le porte-parole du Kremlin lui-même parle de tragédie concernant les pertes militaires. Mais c'est une tragédie, ça c'est effectif. N'importe quel chef de guerre, de gouvernement, porte-parole ou quoi, reconnaîtrait que c'est une tragédie. Ça revient à dire on s'est trompé. Non, pas forcément. Ce que ça revient à dire, c'est que les pertes ont été plus importantes que prévu. En ce qui concerne le traitement infligé aux cadavres, ça c'est, je pense que là on est plutôt dans la guerre de désinformation plutôt qu'autre chose. On ne sait pas réellement ce qui se passe sur le terrain. On a des aperçus qui nous viennent des Ukrainiens, on a très peu d'aperçus qui nous viennent des Russes, il est très difficile de balancer les choses. Mais effectivement, il y a de lourdes pertes du côté russe, comme il y a également des lourdes pertes du côté ukrainien. Venons-en maintenant au massacre de Boutcha. On a appris aujourd'hui qu'il y avait de nouvelles preuves. Le Spiegel rapporte que les services de renseignement allemands ont enregistré des conversations radio entre soldats russes. C'est accablant. Dans une conversation, un soldat explique à un autre qu'il a abattu une personne à vélo. Il le dit comme ça. Un autre dit on interroge d'abord les soldats, ensuite on les abat. Des messages confirment aussi que des mercenaires de la milice Wagner faisait partie des troupes déployées à Boutcha. Le Spiegel écrit que les soldats parlent de ces atrocités comme ils parleraient de leur vie quotidienne. C'est l'information qui nous est donnée sur la tonalité de ces conversations. Est-ce que ça vous surprend?
Non, ça ne me surprend pas. La seule question qui se pose, c'est de savoir ce qu'on va en faire. Qu'est-ce qu'on va faire de cette situation? Il va falloir la juger un jour ou l'autre. Et la question est de savoir à quoi on a affaire. Est-ce que ce sont des crimes de guerre ou bien des crimes contre l'humanité? Nous savons déjà que le vocable de génocide est très utilisé par les deux présidents, d'ailleurs, qui se renvoient assez médiatiquement la balle sur cette question, mais c'est un chef d'accusation qui sera écarté très rapidement. Mais alors, est-ce qu'on est face à des actes ponctuels, des violations du droit applicable en conflit armé? Ou bien est-ce qu'on a une politique qui vise à persécuter la population civile? Pour le moment, on n'en sait rien. Quand on saura, on sera soit dans le cas du crime de guerre, soit dans le cas du crime contre l'humanité. Est-ce qu'on pourra vraiment savoir? Parce que Bien comment sûr. savoir si la violence est systémique ou si elle est le fait de quelques soldats? Alors, une politique criminelle qui vise la population civile n'est jamais avouée. Les criminels ne le disent pas. Donc, on a l'habitude, en juridiction internationale, le procureur rassemble des éléments de preuve qui peuvent être des éléments criminels. Si vous voyez un charnier, ça peut être l'utilisation d'une arme une fois contre quelques habitants de la communauté locale. Mais si vous voyez la répétition de ces charniers à plusieurs endroits du pays, on peut supposer qu'il existe une politique en ce sens. Et si on voit les mêmes armes utiliser, le même vocable à plusieurs endroits du pays, visiblement, cela pourrait établir la politique en question. On va écouter maintenant l'ancien agent du renseignement britannique, Christopher Steele. Je ne pense pas qu'il restera au pouvoir à long terme. En effet, je pense que cette invasion a été une telle catastrophe, même en termes de ses objectifs initiaux, à savoir faire tomber le régime ukrainien et le remplacer par un gouvernement fantoche au service de la Russie. Mais je pense que les sanctions, surtout qui ont été et que nous allons imposer sur la Russie, auront un tel impact sur l'économie russe que Poutine sera contraint de quitter le pouvoir. Ou même il sera évincé par son propre entourage. Est-ce que vous y croyez quand il dit les sanctions que nous imposons aux Russes vont avoir un tel impact que Vladimir Poutine ne pourra pas rester longtemps au pouvoir? Je rappelle cette information qui est tombée ce soir. Les Européens s'entendent sur un embargo sur le charbon russe. On n'en est pas encore à un embargo qui viserait le pétrole et le gaz. Oui, le charbon est beaucoup moins important que le gaz et le pétrole. Donc, c'est pas ça qui va mettre les Russes à genoux. Et je remarque qu'il y a une telle propagande guerrière de la guerre qui ne dit pas son nom en Russie. Il y a un tel soutien à Vladimir Poutine qui s'accroît au lieu de diminuer, que je pense que quelles que soient les difficultés pour la population, elle probablement va pas se révolter et produire un grand soulèvement, une grande révolution, des millions de personnes dans la rue. Tout ça, malheureusement, je ne peux pas le prévoir. En revanche, il peut y avoir en effet un coup d'État, une tentative d'un coup d'État, parce que certains membres des élites gouvernantes qui ont accès à Poutine, il y a très peu de gens qui ont accès à Poutine, mais par exemple les chefs des agences de renseignement ou certains militaires très haut placés, il peut y avoir théoriquement un coup d'État. Maintenant, est-ce que... Qui viendrait d'où et de qui? Uniquement soit de l'armée qui est par ailleurs très dépolitisée, soit je pense de ses propres agents de renseignement. Vous savez, c'est comme pour Hitler, il y avait des complots de généraux d'Hitler, il y avait des complots de toutes sortes de gens rapprochés à Hitler qui pensaient qu'il menait le peuple allemand vers l'abîme. Maintenant, Vladimir Poutine clairement mène le peuple russe vers l'abîme. Et il peut se trouver des patriotes qui voudront tout simplement l'éliminer, mais il ne quittera pas le pouvoir de son propre gré. Il est tellement imbu de sa mission, il est tellement sûr que c'est une mission messianique, délivrer donc le monde du prétendu danger nazi et élargir l'empire du bien, à savoir reconstituer en partie l'Union soviétique, qu'il partira jamais tout seul du pouvoir. Il a en tout cas des soutiens, on l'a vu tout à l'heure lors du vote pour la suspension de la Russie du Conseil des droits de l'homme. Quand on regarde le détail des votes, c'est assez intéressant. Il y a 93 voix qui sont pour la suspension de la Russie. Il y a 82 pays qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. On voit que lors du précédent vote, le 24 mars, ce n'était pas le même rapport de force. C'était 140 pays qui avaient voté pour la protection des civils. Autrement dit, le camp du soutien à Vladimir Poutine semble s'élargir. Comment vous
vous le lisez? Alors, avant d'aller plus loin, en ce qui concerne l'entourage de Vladimir Poutine, peut-être qu'il se produira un coup d'État, je ne sais pas, mais souvenons-nous qu'il a fallu 3 à 4 ans de guerre avant que les généraux nazis se révoltent contre Hitler. Là, on en est à un peu plus d'1 mois. C'est, je pense, un peu jeune encore pour qu'il y ait une cristallisation quelconque dans les milieux de l'entourage présidentiel. D'autre part, le reportage que vous avez montré, enfin l'interview de Christopher Steele, à moins que ce soit un homonyme, mais c'est l'homme qui avait présenté un dossier bidonné contre Donald Trump il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il montrait l'entrisme des Russes dans la campagne présidentielle américaine. Non, il montrait des preuves, soi-disant, de la mainmise que les Russes avaient sur Donald Trump, en particulier en lui permettant d'avoir des activités un peu olé olé en Russie. Quand on en revient à ma question, quand je vous parle des pays qui soutiennent aujourd'hui la Russie, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un camp qui s'agrandit? Je ne sais pas. Je crois que le contexte est tel qu'il est très difficile pour de nombreux pays de dire on refuse, on essaye d'écarter la Russie du Comité des droits de l'homme alors qu'on admet l'Arabie saoudite. Là, il y a effectivement un problème pour beaucoup de pays, pas pour les pays occidentaux, je dois reconnaître. Il y a le Brésil, le Mexique ou encore l'Inde qui se sont abstenus aujourd'hui. Je vais vous répondre sur ce point. On n'est pas face au même type de résolution. Dans la première résolution que vous citez est d'ordre humanitaire ou celle du 2 mars vise à déterminer la qualité de l'intervention russe en Ukraine en la traitant d'agression. Ça, c'est la communauté internationale dans son ensemble. On n'a que 5 États qui s'opposent à cette résolution. Des soutiens, il y en a la Corée du Nord, la Biélorussie, l'Érythrée, la Russie, j'ai oublié le 5e. C'est intéressant de voir aussi ceux qui s'abstiennent. La Biélorussie. Est-ce que c'est pas une façon de... Oui, la Biélorussie. Oui, la Biélorussie. Oui, mais c'est pas une façon de soutenir aussi en s'abstenant? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est plutôt une façon de ne pas s'engager, d'affirmer une forme de neutralité pour rester dans la course à la négociation. En revanche, la deuxième résolution que vous évoquez vise à écarter un pays membre, et en plus membre permanent du Conseil de sécurité, d'un organe important des Nations Unies. On est plus dans le symbole, non? Quelles conséquences ça va vraiment avoir? Sur la Russie? Oui, pas grand-chose. Voilà. En réalité, pas grand-chose. Donc je pense qu'un certain nombre d'États, sans être en accord avec la Russie, préfèrent la maintenir au concert des nations. C'est beaucoup plus facile de contrôler la Russie au sein des Nations Unies que de l'en écarter. Et en ce qui concerne l'autre dossier, le fait de suspendre la Russie du Conseil de sécurité de l'ONU, ça c'est impossible. Non, ça serait impossible. Parce que pour modifier la Charte des Nations Unies, il faudrait que la Russie l'accepte. Elle a son veto à donner sur les résolutions importantes du Conseil de sécurité. Que peut donc faire l'ONU aujourd'hui? Aujourd'hui, le Conseil de sécurité, par une subtilité de procédure, a confié ses compétences à l'Assemblée générale, qui les exerce. L'Assemblée générale, c'est 193 États membres. Le Conseil de sécurité, c'est seulement 15 membres, dont les 5 permanents. On a ces 193 membres qui nous disent que la Russie commet le pire qui existe en droit international, c'est-à-dire la violation de l'interdit du recours à la force armée. On a un pays qui est un de nos voisins, qui viole délibérément un principe fondamental du droit international. Donc qu'est-ce qu'on fait? On décide de sanctions, et puis à terme, on peut peut-être juger. Pourquoi pas? Peut-être qu'on pourra lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine ou contre d'autres dirigeants. Alors pas pour l'agression, mais ça c'est des questions procédurales que je ne vais pas détailler ici, mais pour les crimes de guerre qui sont commis. Et puis, pour reprendre sur votre première question, ce mandat d'arrêt pourra peut-être servir l'opposition qui souhaiterait renverser Vladimir Poutine. Oui, déstabiliser ainsi le pouvoir. C'est ce qui s'est passé au Soudan. Et peut-être qu'en effet, ça peut servir d'illustration. Encore un dossier qu'on voulait ouvrir, et ce sera le dernier. Quand on regarde les sanctions qui sont prises par l'Occident, ces derniers temps, ils ont choisi de sanctionner précisément les filles Maria Vorontsova et Catherine Tikhonova, les filles de Vladimir Poutine. Elles sont les filles de Vladimir Poutine avec sa première femme, Lyudmila Poutina. Ils ne parlent jamais d'elles, mais est-ce toutefois efficace aujourd'hui de les cibler? C'est très difficile à dire. Poutine, à travers ses différents proches, détient une fortune colossale. Je pense que même si les comptes de ses filles sont gelés, il trouvera bien le moyen de pourvoir un peu de soutien à ses filles. Donc c'est tout simplement symbolique. Ça veut dire qu'on se rapproche de Poutine
lui-même. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je crois que Carla Del Ponte souhaiterait oui, un mandat d'arrêt contre lui. Elle dit que ça servirait à le fragiliser maintenant de l'intérieur. Voilà, donc je pense que toutes ces mesures, chacune peut-être n'est pas suffisante, mais l'ensemble de mesures, c'est pour l'isoler et le fragiliser. Mais quand même, ça en fait une affaire encore plus personnelle. Oui, ça fait une affaire personnelle. Mais là, on est devant un problème de droit. Pourquoi les enfants de quelqu'un que l'on accuse de quelque chose seraient responsables ? C'est-à-dire que ça ouvre une faille dans la juridiction des pays qui sont censés être les plus démocratiques. Non, mais du point de vue simplement juridique. Du point de vue juridique, on voit cela dans les dictatures où les familles sont responsables collectivement. Et là, c'est un peu ce qui se passe. Il s'agit de travailler une riposte, vous le comprenez bien. Comment l'atteindre aujourd'hui ? Non, mais la riposte, elle peut se faire. On peut viser très bien les proches politiques qui sont dans le même groupe que Vladimir Poutine. Ça, il n'y a aucun problème juridiquement. Mais en revanche, les enfants, imaginez que vous êtes accusé de quelque chose, vous avez des enfants, ils se retrouvent accusés également. Là, il y a un problème, il y a vraiment un problème. C'est peut-être surtout, non, mais effectivement, mais si on vous accusait, ou nous tous d'ailleurs, là, je crois que à partir du moment où la justice devient familiale, où on accuse les familles, on n'est plus dans... C'est pas de la justice, ce sont des sanctions. Ce sont des sanctions décidées afin d'affaiblir un dirigeant qui s'est lancé dans une violation du droit international. C'est donc une mesure coercitive. Et non pas une application de justice. Normalement, les mesures coercitives doivent être prises contre les individus eux-mêmes, pas contre leurs proches. Elles servent un but. Alors dans ce cas, leurs proches sont des otages. S'il vous plaît, on continuera dans un instant. À tout de suite.